Chapitre 5. Maurice le rebelle. C'était une journée d'été, l'atmosphère était vaporeuse, juste une petite brise dans un ciel bleu limpide. Il y a quelques mois, Hercule avait jeté un œil à l'extérieur, au travers des rideaux de la chambre de Magda. Les arbres de la ferme ressemblaient à des squelettes décharnés et les haies à des cierges tristes sur l'horizon. Aujourd'hui, il était en train de marcher, il avait le sentiment que les fleurs exposaient leurs plus belles corolles, exaltant 1000 senteurs dans les jardins, les champs, les haies. Par endroits, des branches en berceau formaient comme une arcade au-dessus de sa tête. Les baies blanches de gui sur un pommier lui rappelaient les boucles d'oreilles que portait Magda le dimanche à l'église. Cette abondance de couleurs, d'odeurs, transmettait à Hercule une espèce d'ivresse. Il était loin d'une auberge à cette heure de la journée, seul sur la route, où ne circulaient que de rares voitures, aucun paysan dans les champs, pas de maison. Il se sentait extrêmement fragile. Et s'il lui arrivait de se blesser, ou si un dangereux rôdeur l'agressait, qui entendrait ses appels? Il accéléra le pas. En percevant un craquement derrière lui, il se retourna, fébrile. Un merle venait de se poser sur une branche morte. Puis, progressivement, il réussit à adopter un rythme régulier et prit de plus en plus d'aisance. L'Allemagne s'offrait à lui à chaque foulée, et ce sentiment d'indépendance, d'aventure, était si stimulant qu'il sourit. Il était seul sur la planète. Seul. Nul n'avait le pouvoir de lui barrer la route ou de lui demander de laver le cul des vaches. En contrebas des fossés, le pré courait jusqu'à un petit étang asséché où se dressaient quelques roseaux filandreux. Il songea à sa rare chevelure soulevée par le vent. Il continua sa progression vers le sud. Un panneau lui indiqua la direction de Osterkappel, où il prévoyait de passer la nuit dans une auberge. De là, il suivrait la départementale jusqu'à Belm. Hercule marchait sur de petites routes secondaires que peu de gens empruntaient. Les haies étaient si hautes qu'il avait la sensation d'être dans une tranchée. Il avait chaud, il enleva son blouson et le posa sur son bras replié. Avec Magda, il avait sillonné 100 fois la campagne en voiture pour livrer des produits fermiers. Il était si préoccupé par la charge de travail qu'il n'avait pas pris le temps d'admirer les prairies verdoyantes ou le profil d'un seul coteau. La vision était bien différente en marchant. Les champs frissonnaient sous la brise. Les damiers colorés des prés étaient si nombreux qu'Hercule dut s'arrêter pour les admirer. Proche de lui, certaines parcelles étalaient un vert profond, d'autres, plus éloignées, délivraient un vert plus délicat, lumineux. Sur une crête, le soleil lança un éclat saccadé, réfléchi par le pare-brise d'une voiture. Comment avait-il pu ne pas connaître, ne pas entendre toute cette nature, effacer de sa mémoire les fleurs sauvages, les baies colorées qui garnissaient les haies? Il se demandait si Magda, pendant leur livraison, avait regardé ces paysages depuis la vitre de la camionnette. À son arrivée à Vallauris, il achèterait des bonbons à l'anis. Il s'imaginait entrer dans les couloirs du centre palliatif pendant qu'Édouard attendait sa visite, avachi près d'une fenêtre baignée de soleil. Il se représentait un groupe d'infirmières arrêtant les traitements sur son passage et criant « Hercule, Hercule, hurrah !» Les malades applaudiraient parce qu'il arrivait de très loin, pendant que sa mère souriait en saisissant le paquet de bonbons à l'anis. Magda, sur le revers de sa robe, agrafait des fleurs de pommier ou un petit bouquet de primes verts. C'était au printemps
quand ils avaient échangé leur premier baiser. Parfois, elle tentait de glisser un coquelicot derrière son oreille, mais les éphémères pétales tombaient sur son épaule. C'était marrant qu'il s'en souvienne, il avait oublié depuis des mois ces instants de séduction. Un tracteur ralentit et s'arrêta si près qu'Hercule faillit tomber dans le fossé. Le vieux paysan lui lança du haut de son perchoir. « On est perdu, jeune homme ?» Le pouce levé, il signifia au vieux curieux que tout allait bien. En attendant qu'il redémarre, il sentit une piqûre de chardon au travers de son pantalon. Il poursuivit mécaniquement sa marche. Il avait accepté son manque de vivacité, mais en cet instant, il éprouvait une certaine jubilation, celle d'avancer encore. Au-dessus des arbres, le ciel était d'un bleu décoloré, presque liquide, comme l'eau du torrent de son village. Il dépassa 2 camions, dont le premier était embourbé. Les chauffeurs indifférents à son passage se querellaient à propos de la méthode de dépannage la plus efficace. La faim le tenaillait. Son estomac lui rappelait qu'il n'avait pas pris la moindre collation. Au carrefour de Belme, Hercule se dirigea vers une auberge pour déjeuner. Son choix se limita à 3 tranches de pain gris, assorties d'une confiture de myrtille et d'une tasse de café, jus noir qui ressemblait de loin, de très loin, à du café. 4 militaires, couverts de poussière, discutaient. 2 vieux paysans apathiques avalaient un bol de soupe grasse, tout en lorgnant Hercule du coin de l'œil. Ce n'était pas un lieu qui lui était familier, il avait toujours appris à passer inaperçu. Mal à l'aise, il franchit à nouveau la porte avec ses tartines et sa tasse. La clarté le surprit à l'instant où il se retrouva à l'extérieur. Il vacilla légèrement et ferma les yeux. Il approcha la tasse de ses lèvres. Une vague d'amertume tiède envahissait sa bouche. Quand il croqua dans les tranches de pain, il eut une sensation de contraction sur les muqueuses buccales. Il était très loin de la graisse moelleuse du porc cuisiné. Une fois de plus, il songea aux saveurs boucanées de Magda. Quand il était enfant, il tentait de mastiquer discrètement, Marinette ne supportant pas de l'entendre écraser les noisettes entre ses dents. Quelquefois, elle plaquait les mains sur ses oreilles, les yeux fermés, comme si son fils était une céphalée, et certaines fois elle le qualifiait de mendigot dégoûtant. « Tel père, tel fils », dit-elle en poursuivant son repassage de rideaux. Hercule avait surpris un chevrier qui racontait que les gens étaient devenus un peu fadas après la guerre de 14-18. Certains soirs, quand il était petit, il aurait aimé serrer sa mère contre lui, apprécier un câlin, il aurait aimé savoir quelle avait été la vie de ses parents avant sa naissance et pourquoi la main d'Édouard tremblotait quand il tentait de saisir son verre. « Ce gosse m'observe », lança sa mère. Son père lui assénait une petite tape sur la main, comme pour tuer un moustique. « Fiche le camp, fiston, va jouer dans la grange. » Il était étonné de se souvenir de ces instants. Peut-être cela était-il provoqué par la marche, quand on abandonnait la voiture et qu'on utilisait ses jambes. Les rayons du soleil s'enfonçaient dans son crâne, et ses bras étaient comme des tisons ardents. Il délaça ses brodequins et ôta ses chaussettes, glissa l'ensemble sous un banc où nul ne les verrait, ni ne percevrait l'odeur. Il inspecta ses pieds, ses orteils étaient moites et d'un affreux vermillon. Sur l'un de ses doigts, où le cuir avait râpé la peau, une ampoule gonflée s'était formée. Il frictionna la plante de ses pieds sur l'herbe
et baissa les paupières. Il était exténué. Il savait qu'il ne devait pas s'endormir. Il savait qu'après une trop longue halte, il aurait des difficultés à poursuivre son voyage. Jouissez encore de ce moment. Hercule pivota légèrement la tête, redoutant de tomber sur l'inspecteur de la ferme. Ce n'était que le propriétaire de la taverne qui lui cachait le soleil. Il était plus grand et plus robuste, vêtu d'un ample sarrau bleu marine, façon maquignon, et d'un pantalon de velours léger. 2 vilains orteils dépassaient de ses larges chaussures que Marinette aurait qualifiées d'écrase-merde. Hercule tenta sans succès de glisser furtivement ses pieds dans ses chaussures. « Ne bougez pas, monsieur !» lâcha l'homme d'une voix puissante. Selon les observations d'Hercule, les taverniers pensaient généralement qu'ils avaient l'obligation d'entretenir un bavardage, souvent sans valeur ni substance, et que c'était infiniment divertissant. « Je ne crois pas vous avoir vu dans le secteur, » dit le tavernier. « Vous êtes en randonnée avec des chaussures pareilles ?» Hercule raconta qu'il était de passage, qu'il était parti depuis quelques jours et qu'il était employé dans l'exploitation de Magda à Saint-Jurgen. « Ah bon? Mais alors vous avez dû connaître Weghert ?» L'interrogatoire le surprit et se gratta la gorge, puis répondit que Weghert était un ancien inspecteur du STO chargé de superviser les récoltes. « Je sais que l'on ne doit pas être incorrect avec les vieux, » dit le tavernier, « mais ce bonhomme est un dégénéré de première. Une fois, je l'ai vu tuer un chien à coups de bâton. Il disait qu'il avait la rage. » Hercule sentit un nœud se former à l'intérieur de son ventre. Il valait mieux écarter le chapitre de Werkheit. Il estima plus simple d'expliquer qu'il était parti de la ferme pour poster une lettre à son père. Il réalisait que cela manquait de détails et percevait que l'homme pensait comme lui. Il admit qu'il n'avait ni boussole ni carte. Le tavernier devait le prendre pour un drôle de comique. « Magda, il est rare ce prénom. C'est un peu vieillot ?» Hercule acquiesça et compléta qu'elle était une femme vieux jeu, impassible et éternellement habillée d'un tablier à fleurs, même l'hiver. Le tavernier croisa ses bras sur son ventre rebondi, stabilisa ses pieds dans l'herbe, comme s'il allait annoncer une révélation. Hercule espérait que cela n'avait aucun rapport avec l'éloignement entre Saint-Jurgen et la Côte d'Azur. Malgré les restrictions imposées par la guerre, le peuple allemand a le désir de vivre. Prenons l'exemple de ma femme. Dès que le printemps arrive, elle astique toutes les vitres de la maison, lave tous les draps. Marinette donnait l'impression de nettoyer toute l'année. Dans la maison, le ménage ne se faisait pas tout seul, marmonnait-elle. Souvent, elle renouvelait un dépoussiérage à l'endroit même qu'elle venait d'essuyer. Ce n'était pas un désir de propreté, mais de l'entêtement. Hercule ne disait rien, mais cogitait. « J'ai rencontré jadis une femme, une belle poulette. Elle logeait à Lemford. C'était la première fois que j'embrassais une fille. Elle m'a autorisé 3 ou 4 choses, bref. Vous traduisez ? Je pense qu'elle m'aimait. Moi, je n'ai rien perçu. J'étais bêtement préoccupée par mon avenir. Cependant, des années plus tard, quand j'ai été à son mariage, j'ai réalisé la veine qu'avait le type, un andouille. » Hercule se sentait obligé de souligner qu'il n'avait pas encore eu un véritable amour pour une fille, mais d'autres formes de sentiments. Mais cela serait discourtois de couper le tavernier, alors il se tut. Ça m'a détruit. Alors pour me consoler, j'ai bu, trop bu. Je me suis embarqué dans de sales affaires. Vous comprenez ?
Hercule balança plusieurs fois la tête vers l'avant. « J'ai fait presque 8 ans de prison. Aujourd'hui, pour mes loisirs, je fabrique des sabots en bois. Ça fait rire mon épouse. Les temps sont difficiles. » Il se gratta la tête. « Vous savez, on a tous un passé. On a tous des choses qu'on a aimé faire, d'autres moins. Bonne route. J'espère que vous retrouverez votre père. » Le grand bonhomme ôta la main de son crâne et scruta ses ongles, les yeux mi-clos. « Si vous accélérez le pas, vous arriverez avant la nuit. » Hercule ne jugea pas nécessaire de rétablir la vérité. Il ne fallait pas espérer que le quidam saisisse la motivation de sa marche et où se situait Valoris sur une carte. Il salua le tavernier et continua sa progression vers le sud. Au bout de quelques kilomètres, la cloque sur l'un de ses doigts de pied devenait de plus en plus insupportable. Il tenta de glisser ses orteils vers le bout de ses brodequins afin d'écarter ses talons du cuir. Il sentait que le frottement commençait à écorcher sa peau. Il ne pensait pas à Marinette ni à Magda. Il ne regardait pas les forêts, ni les prés, ni les camions. Quelquefois, des paroles se succédaient dans un enchaînement étrange et son cerveau débitait « quitter ce monde ». Il ne faut pas, ou quitter ce monde, ou encore il ne faut pas. Comme ses pieds, il fallait continuer à avancer. L'univers au-dessus de lui était identique à celui de son père. Il était convaincu qu'Édouard savait qu'il venait vers lui et qu'il patientait. Il était convaincu qu'il arriverait sur les collines de Valoris. Il fallait juste placer un pied devant l'autre. C'était d'une facilité enfantine. S'il continuait à marcher, il y arriverait. Le silence de la campagne n'était interrompu que par le vrombissement des camions ou le cliquetis des tracteurs. Hercule se remémora un souvenir qu'il avait oublié. Quand son frère Maurice avait 8 ans, ils avaient été déjeuner sur l'herbe près d'un lac de l'arrière-pays. Le bambin s'était mis à barboter dans l'eau. « Maurice, ne t'éloigne pas !» hurlait Marinette. « Ne va pas trop loin !» Plus elle criait, plus la tête de l'enfant diminuait. Hercule avait accompagné Marinette jusqu'à la berge et avait entrepris d'enlever ses chaussures. Il luttait contre un lacet récalcitrant lorsqu'un pêcheur passa devant lui en courant. Tout en arrachant sa chemise, l'homme avait galopé dans la flotte, puis plongé dans l'eau sombre. Au bout de quelques secondes, qui parurent interminables, il ressurgit tenant l'enfant dans ses bras, la peau blanchie par le froid, les lèvres bleuies. « Il a eu de la veine !» avait dit le pêcheur en s'adressant à Marinette. « Pas à mon père. Moi, je m'étais éloigné de 3 ou 4 pas. Il y a de hautes algues qui entraînent vers le fond. » Les doigts de Maurice étaient ratatinés et luisaient au soleil. Marinette n'avait pas parlé, mais Hercule savait qu'elle ruminait et qu'elle pensait la même chose que lui. Pour quelle raison avait-il pris le temps de délacer ses chaussures alors que le benjamin risquait de se noyer? Plusieurs années plus tard, il avait questionné Maurice. « Pourquoi t'es-tu éloigné de la berge? Tu n'entendais pas maman ?» Maurice était devenu un adolescent. Il avait renvoyé un regard à Hercule, un regard noir de braise. Ce n'était plus un bambin, mais un jeune homme. Il avait relevé les épaules. « Je ne sais pas. J'étais dans le purin, alors il me semblait plus facile de me noyer que d'en sortir. » Hercule lui avait dit qu'il valait mieux ne pas en parler à leur mère. Maurice avait répondu dédaigneux. « Va te faire voir, tire-toi !» avait éructé Maurice pendant qu'il glissait dans l'escalier et qu'il risquait de tomber la tête en avant sur le palier. « Va te faire voir !» Il se demanda pourquoi il se souvenait de ça,
son petit frère, fuyant loin de la rive, et longtemps après lui dire « Va te faire voir, tire-toi », pendant que Maurice fixait Hercule avec une telle violence qu'il aurait pu l'anéantir. Les visions lui étaient arrivées en entier, comme si elles faisaient partie du même instant. Les rayons de lumière éclataient sur les eaux vertes du lac comme des fusées éclairantes. Il avait eu peur. Elle était là, la réalité. Il avait pris le temps de détacher ses lacets parce qu'il avait eu la trouille. La trouille à l'idée qu'après les avoir défaits, il n'avait plus d'alibi pour sauver son frère, et ça, ils le savaient tous. Marinette, Édouard, le pêcheur et Maurice. Hercule força le pas. Il craignait que d'autres souvenirs ne ressurgissent. La nuit, les chimères, les pensées idiotes, le maintenaient, les yeux fixés au plafond. Des années après, Marinette lui avait plusieurs fois quasiment reproché d'avoir voulu laisser Maurice se noyer. Hercule se préoccupa de son environnement. Des arbustes alignés formaient une allée végétale, et dans les fossés quelques joncs pointaient leurs étoupes vers le ciel. Une cloche éloignée tinta 3 coups. Il donna plus de rythme à sa foulée. Il se rendit compte qu'il avait les lèvres sèches et la bouche pâteuse. Il essaya de penser à autre chose qu'au verre d'eau citronnée, mais l'image s'était déjà fixée dans son cerveau, et la représentation de ce verre excitait l'envie et la saveur de la boisson. Il avançait avec prudence en essayant d'assurer ses pas sur un sol qui semblait se dérober sous ses pieds. La cadence altérait son organisme, sa respiration était trop irrégulière pour atteindre correctement ses poumons. Il n'y avait pas d'alternative, il devait faire une halte à la ferme qui se trouvait face à lui. Il repoussa avec précaution le portillon de bois. 2 chiens verts reniflaient le bas de son pantalon. L'enduit ocre de la façade du rez-de-chaussée contrastait avec les parements de briques rouges de l'étage. Une haie de lauriers régulièrement taillée séparait un jardin potager. Une petite allée matérialisait l'entrée de la bâtisse. À droite, des pantalons, de grandes chemises et des culottes séchées sur un fil, lui rappelant les larges sous-vêtements de ses tantes. Par décence, il baissa les yeux. Adolescent, il avait fréquemment posé son regard sur les gaines, les corsets, les soutiens-gorge, les culottes quelquefois festonnées de dentelles, suspendues au soleil. Il avait réalisé que le monde des femmes dissimulait des mystères qu'il avait envie de percer. Il actionna la cloche tout en s'appuyant sur l'embrasure de la porte. La femme qui se présenta blêmit en le découvrant. Il tenta de la tranquilliser, lui dit de ne pas avoir peur. Il avait la sensation que ses tripes dégringolaient au fond de son pantalon. Il pouvait à peine bouger les lèvres. Elle partit en courant lui chercher à boire, et quand il s'empara du verre, sa main tremblotait. L'eau fraîche se répandit sur sa langue, son palais, sa gorge. Il était au bord des larmes, tellement le plaisir était immense. « Ça va aller, monsieur, ça va aller », lui dit-elle, après avoir couru dans la cuisine pour lui proposer un second verre d'eau, qu'il avala aussitôt. C'était une fermière corpulente, avec un large bassin, un bassin à faire des bébés. Il pensa à Magda. Elle portait une robe à larges plis qui accentuait l'épaisseur de ses hanches. La peau de son visage brûlé par le soleil ressemblait à un vieux parchemin. « Vous avez besoin de vous reposer. » Hercule répondit qu'il allait mieux, qu'il avait déjà le désir de se retrouver sur la route et n'avait pas l'intention de déranger davantage une inconnue. En prenant des inspirations irrégulières, il tenta d'expliquer à la femme qu'il allait loin, très loin, à pied, et qu'il avait encore un long trajet à faire, mais elle parut ne pas comprendre. Il pensait provoquer un sourire, ou un rictus, car il y avait longtemps qu'il n'avait pas dialogué avec une femme. « Patientez ici !»
lui dit-elle. Elle s'éclipsa à nouveau dans le couloir et réapparut quelques secondes plus tard avec 2 tabourets. Hercule l'aida à les disposer en renouvelant son désir de poursuivre sa route, mais la femme se laissa tomber pesamment comme si elle avait une lourde charge sur les épaules, puis elle l'incita à l'imiter. À peine un court instant, cela va nous apaiser tous les deux. Hercule se posa lentement sur le tabouret voisin, une sourde somnolence l'envahissait et après avoir résisté un bref instant, il baissa les paupières. Sur sa rétine, la clarté était jaune. Le roucoulement d'un pigeon se confondait avec l'écoulement d'un ruisseau à la fois voisin et éloigné. Quand il revint à la réalité, 4 tranches de pain, du beurre, une pomme coupée en 2 étaient disposées sur une petite table à côté de lui. Elle lui indiqua les aliments d'un signe de la main, comme si elle lui indiquait la direction d'une route à suivre. « Allez-y, n'hésitez pas, servez-vous. » Il n'avait pas vraiment ressenti un manque, mais à l'instant où il vit la nourriture, son estomac se manifesta. Après une telle générosité, il aurait été discourtois de refuser. Il avala goulûment tout en s'efforçant de se justifier. La fermière le regardait du coin de l'œil en souriant, tenant une autre pomme sortie de nulle part. On pourrait penser que marcher c'est facile, qu'il suffit uniquement d'avancer les pieds, mais je suis surprise de constater que les gestes considérés comme naturels sont les plus compliqués. Elle passa la langue sur sa lèvre supérieure en abordant l'enchaînement suivant. Se nourrir pour certains individus, c'est une difficulté. Parler aussi, et même ressentir de l'affection pour quelqu'un. Tout ceci est complexe. Elle promena son regard sur le jardin. « Faire un somme, dit-il. Elle pivota la tête vers lui. « Vous êtes fatigué? Vous dormez mal ?»« Souvent. » Il allongea le bras vers le restant de pommes, puis il y eut un long silence. « Des gosses? »« Pardon? »« En plus ?» Il regarda à nouveau la corde à linge. L'allée bordée de crocus était parfaitement ratissée. Le manque d'enfants était évident. « Vous avez un gosse ?» demanda-t-elle. « Non, mais j'ai un frère. » Hercule songea à Maurice, mais c'était trop obscur, trop confus. Il préféra penser à la période de ses premiers pas, à la tête de bonbons roses de son frère. Il aurait aimé décoiffer les petites boucles brunes qui ornaient son front. Il aurait aimé voir son trottinement incertain, s'amuser de ses yeux rieurs quand il agitait la clochette au-dessus de son berceau. Il aurait pu le prendre dans ses bras, mais il avait peur qu'il se casse comme un pompon de porcelaine. La maternité avait été simple pour ma mère. C'était comme si une autre mère attendait un bébé. Elle avait acquis naturellement le balancement pour assoupir Maurice, lui chuchotant à l'oreille d'une voix légère, réglant parfaitement la température du bain. Elle lui avait même, au crochet, réalisé un gilet bleu. Moi, je ne soupçonnais pas que maman Marinette avait ces compétences. Je l'avais épiée en spectateur extrêmement troublé. Cela avait, en même temps, augmenté l'amour que je portais à ce bébé et agrandi le fossé avec ma mère, de telle sorte que petit à petit, je m'étais éloignée d'elle. Des années plus tard, quand Maurice eut 8 ans, elle observait mon frère avec un regard très affectueux, se demandant toujours s'il avait faim, s'il était souffrant, si à l'école les autres enfants ne le brutalisaient pas. Édouard était chargé de le préserver de toutes les difficultés de la vie, mais il était souvent débordé par ses occupations et se posait la question à propos d'autres pères. Cela était-il aussi angoissant pour eux? Ou était-il l'unique concerné? J'espère que je ne vous ai pas dérangé avec toutes ces indiscrétions, lui dit la fermière. Oh non, et merci, vous êtes tellement généreuse.
Hercule souleva sa carcasse et lui tendit la main. « Je suis heureuse que vous vous soyez arrêté, je suis heureuse que vous ayez pris ces verres d'eau. » Il retourna vers le chemin et ne remarqua pas que de grosses larmes avaient formé des sillons sur ses joues poussiéreuses. Les coteaux de Belme s'élevaient légèrement sur sa droite. Il réalisa que le flot noir, mouvant qui barrait la ligne de crête, était en réalité des corbeaux, un rapace, peut-être une buse faisant un vol circulaire au-dessus de sa tête. Au loin tonnait l'orage, en réalité, c'était un roulement de tambour. Hercule avait demandé à sa mère si elle voulait faire un autre bébé. Elle avait répondu que je lui suffisais et qu'elle n'était plus en âge, qu'elle ne survivrait pas à un autre malheur. Cependant, il appréhendait que sa position de fils unique soit trop lourde pour lui, mais à l'inverse, il se demandait si l'affection d'une mère s'atténuait avec l'accroissement d'une famille. Voir grandir un frère, c'était s'écarter un peu plus tous les jours. Lorsque Maurice était parti, mes parents avaient réagi différemment. Au début, ce fut la douleur et, par la suite, autre chose qui ressemblait au mutisme, un silence pernicieux qui s'apparentait à une lave chaude sur un volcan éteint. Plus tard, Édouard ayant attrapé un mauvais rhume, Marinette avait migré dans une autre chambre au bout du couloir. Pour une cause connue d'eux seuls, elle n'avait jamais retrouvé le lit conjugal. Hercule tolérait de moins en moins la douleur sur l'un de ses doigts de pied et commençait à ressentir un élancement dans le bas du dos. Il devait régulièrement s'asseoir, enlever sa chaussure pour soulager son pied irrité. Il avait l'impression que ses jambes refusaient d'avancer et cela lui faisait perdre l'équilibre. Cependant, malgré tous ses ennuis, il se sentait animé par une force intérieure. Un merle perché sur une branche lança un trille. Hercule sourit, puis sifflota en écho. Il prit la direction d'Osbevern. Il avait parcouru 2 kilomètres et emprunté une petite route de campagne en longeant les bas-côtés, quand une section de scouts, marchant à un rythme soutenu, le rattrapa. Il s'écarta, leur fit un signe amical de la main, tout en les encourageant de la voix, mais en se gardant bien de dévoiler sa destination. À une certaine distance, il réalisa qu'ils avaient tous un sac à dos, une gourde métallique, des jumelles, des shorts souples et amples. Lui portait une espèce de bleu de travail qui lui échauffait l'entrejambe, de grosses godasses cloutées, une vieille veste de cuir. Quelques-uns lui avaient rendu son salut, 3 ou 4 avaient ri. Hercule ne savait pas s'ils estimaient son cas consternant ou s'ils appréciaient sa marche solitaire. Dans un cas comme dans l'autre, il était indifférent à leurs remarques, car il était déjà un autre homme. Parti de Saint-Jurgen, il avait dépassé une station d'essence où il n'avait pas posté sa lettre. Aujourd'hui, il marchait vers le sud et c'était une renaissance. Quand j'avais annoncé l'arrivée d'une nouvelle comptable à l'atelier de mécanique, ils avaient été étonnés. L'hiver, ils mangeaient dans la grande salle près de la cheminée, à l'époque où Marinette cuisinait, où ils prenaient leur repas ensemble. À présent, ils pensaient à cette soirée du jour de l'an 1939, car il y avait eu des confettis, des serpentins pour animer le réveillon. Je ne comprends pas ces bêtises sans intérêt, ces artifices qui ne font rire personne, avait manifesté Maurice. Il était dans un collège catholique de Cannes. Une longue mèche brune lui barrait le front jusqu'à une oreille. Avec un bouchon de liège noirci, il avait tracé une moustache sous son nez. Édouard, un peu à l'écart, se taisait. « Quel intérêt d'annoncer une telle nouvelle ?» dit Maurice en imitant l'accent d'un homme politique allemand.
Marinette avait souri, elle adorait mon frère. Parfois, j'aurais apprécié ne pas me sentir à l'écart, ce qui réunissait ma mère et Maurice était ce qui me séparait d'eux. Une femme ne supportera pas tous ces rustres de la mécanique, poursuivit Maurice. Elle devra s'adapter. Tous les voisins savent que Dario est un vaurien gauchiste avec des penchants bizarres. Dario n'est pas aussi tordu que ça. Mon frère éclata d'un rire sonore, puis se tourna vers notre père. Édouard, c'est ainsi qu'il l'appelait, persuadé qu'il viendrait appuyer son affirmation. Il a fait briser les jambes d'un mécano, ça a été confirmé. Je suis certain que ce sont des racontards, rétorqua Édouard. Moi, je ne répondis pas, je me contentai d'avaler un chou à la crème. Moi aussi, j'étais au courant des bruits qui avaient couru à ce sujet, mais je n'avais pas envie d'y penser. Il faut espérer que cette fille n'est pas homosexuelle, ou militante communiste, ou les deux, n'est-ce pas Hercule? Visiblement, il en avait terminé avec l'affaire Dario et se préparait à engager un chapitre plus sociétal. Pendant un court instant, mon père appuya un regard lourd de reproche dans la direction de Maurice. À cette époque, son regard était encore vif et pénétrant, un regard qu'on ne pouvait soutenir. « Ça ne me dérange pas que les hommes soient différents, » lança Maurice dans un rictus de satisfaction en regardant notre mère. « Tu as lu la dernière édition du Petit Niçois ?» Puis brusquement, il écarta son assiette et se leva. Son visage était blême, son corps si maigre. Je n'eus pas le courage de le regarder en face. « Finis ton assiette, mon chéri, » lança Marinette. Maurice hésita, puis balançant la tête sur le côté, quitta la pièce sans se retourner, comme si notre père était une cause suffisante pour s'isoler un soir de réveillon. Édouard avait regardé Marinette, qui déjà s'apprêtait à desservir la table. « Il est attachant et brillant, » dit-elle. Cette observation ne renfermait, sans être précise, que des adjectifs, mais attachant et brillant était hors de notre portée à Édouard et moi. « Vous, je ne sais pas, mais moi, je n'ai plus faim, » précisa-t-elle. Elle se pencha vers l'avant, arracha le canotier en carton qui lui couvrait la tête, comme s'il était trop petit pour son crâne, puis elle s'éloigna vers la cuisine pour nettoyer la vaisselle. Hercule arriva en fin de journée à Volbec. Une partie de la rue principale était recouverte de gravats, de débris de toutes sortes. Des gens s'affairaient autour d'une maison éventrée. Plus loin, un monsieur lui précisa que c'étaient d'anciennes ruines de la dernière guerre. Il fut frappé par l'uniformité des maisons aux parements de briques. Il s'arrêta quelques instants devant une grosse bâtisse aux drôles de pignons, surmontée de cheminées dressées comme des cierges. À la sortie de la bourgade, il trouva une officine qui était sur le point de fermer. Il acheta une petite boîte de coton, un peigne, un rasoir coupe-chou, un savon à barbe, un blaireau, une brosse à dents, un dentifrice. Il trouva une chambre équipée d'un lavabo. La tapisserie murale, décorée de palmiers tropicaux, lui permet de s'évader quelques instants. Il était fatigué, courbaturé. Il inspecta ses pieds, puis plaça une noix de coton sur une nouvelle ampoule qui commençait à se former sur son talon. Il n'avait jamais parcouru autant de kilomètres en une seule journée. Il grignota quelques gâteaux secs que lui avait offert l'épicière. Il écrivit un petit mot à Magda, puis se coucha. Le soleil commençait à descendre sur la plaine, éclairant l'horizon de mille teintes rougeâtres. Hercule aurait aimé que Marinette soit informée de son parcours, et il se demandait si sa mère donnerait son avis, et de quelle façon. Dans le ciel assombri, les premières étoiles commençaient à scintiller,
Elles lui apparurent à l'instant où il tourna la tête vers la fenêtre. Puis, il s'enfonça immédiatement dans une nuit sans cauchemar. Chapitre 6. Magda et ses doutes. Dès son départ, Magda fut persuadée qu'Hercule serait vite de retour, qu'il lui enverrait une lettre, qu'il rentrerait, épuisé, grelottant, qu'elle devrait le récupérer au petit matin, endosser une pèlerine, enfiler des bottes et bien d'autres désagréments à cause d'Hercule. Elle avait somnolé avec une bougie allumée, le téléphone près du lit, et il n'avait pas sonné. Elle ne cessait de songer au matin où il avait reçu ce colis contenant un courrier. Hercule s'était tu et avait pleuré en silence. Elle se souvenait de ces instants avec précision, de la manière dont il avait plié la lettre et l'avait glissée dans l'enveloppe. Quand elle tentait de penser à autre chose ou à des problèmes fermiers, elle ne pouvait enlever de ses pensées le visage d'Hercule lisant le message du curé comme si le monde s'écroulait autour de lui. Elle avait besoin d'en parler à ses ouvriers et notamment à Boris le contremaître. Mais elle appréhendait de se confier à lui, ce serait pour elle un aveu compromettant, bien qu'il paraisse parfaitement au courant de leur relation. Seulement, elle ne savait pas quelle formule adopter. Le départ d'Hercule était encore trop bouleversant, trop blessant. Il avait annoncé qu'il se rendait dans le sud de la France. Cela voulait dire qu'il ne reviendrait plus. Il avait eu le courage de partir, c'était son choix. Elle aurait dû le percevoir. Telle mère, tel fils. Elle ne connaissait pas sa mère, mais Hercule parlait souvent de Marinette, car c'était une femme capable de partir sans laisser une lettre. Oui, Hercule avait abandonné la ferme. Elle-même, à une certaine époque, avait été sur le point de tout plaquer, travaux des champs, vaches, veaux, cochons. Car ce qui la retenait à la ferme, c'était le petit Français et l'amour qu'elle lui portait. Elle n'avait plus en tête avec précision leur première rencontre, ni ce qu'elle avait perçu en lui quand il était arrivé avec les autres requis, leur petite valise à la main, timide et maladroit. C'est elle qui avait fait le premier pas un soir d'été dans la grange. Une fermière voisine avait trouvé Hercule ordinaire et sans qualité. « Mon oncle et moi avons mieux pour toi. Un cousin éloigné, un solide gaillard, avait-elle déclaré. Mais Magda n'était pas une femme à se laisser influencer par les autres. C'était son choix d'aimer un petit homme chauve, fragile, sans envergure, mais si touchant. Elle l'observait et de jour en jour brûlait de tendresse pour lui. Elle serait la confidente, l'épouse, la mère, l'amie qu'il n'avait jamais eue. Quelquefois, revoyant des images de son passé, elle se demandait ce qu'elle serait devenue avec un mari brutal et alcoolique. Magda fouilla dans l'armoire d'Hercule. À part 2 pots de confiture, une paire de sandales et un nécessaire de rasage, il n'y avait rien d'autre. Juste une photo de lui, accompagné de ses parents et d'un jeune garçon. Puis, elle extirpa d'un tiroir une carte de France et des brochures touristiques de la Côte d'Azur. Le silence lui rappelait qu'il n'était plus là et que pendant des semaines, la ferme elle-même arrêterait de respirer. Dans la cuisine, elle tourna le bouton de la radio, mais tout était encore trop tranquille, sans intérêt. Avait-il une autre femme qui l'attendait en France ? Était-il parti sous prétexte d'un père malade ? Demain, il faudrait nettoyer la bergerie des mammifères. Après la mécanique, c'était sa spécialité. En fin d'après-midi, elle réalisa qu'elle devrait s'employer elle-même à décrotter l'enclos des ruminants. « Tout se passe bien, Magda ?» Hans, le voisin, accoudé à la clôture,
interpella la fermière occupée à enlever les sous-vêtements suspendus à un fil. Elle répliqua sèchement. « Oui, oui, bien sûr, tout va bien. Il y a quelques jours que je ne vois plus Hercule. » Elle lança un regard vers la fenêtre de la chambre. Elle perçut avec une telle vigueur l'image de la pièce inoccupée qu'une subite crispation lui défigura le visage. Elle balbutia. « Il est déjà au lit. » Elle se força à sourire. « Il dort ?» La commissure des lèvres d'Hans s'affaissa sur ses bas joues. « Pourquoi si tôt? Il est malade ?» Hans était un gentil voisin, mais un peu trop curieux, doublé d'un tourmenté qui s'inquiétait de tout. « Ce n'est pas grave. Il a marché sur un clou. Il a un peu de fièvre. » Hans écarquilla les yeux comme une poule devant un couteau. « C'est arrivé hier, pendant qu'il nourrissait les moutons, un clou qui dépassait d'une planche. Cela nécessite un peu de repos. » « Hans, c'est terrifiant, Magda. Un clou dépassant d'une planche? Ô Sainte Vierge !» Il paraissait affligé par la nouvelle quand le téléphone sonna à l'intérieur de la bâtisse. Magda sentit une bouffée de chaleur l'envahir. C'était Hercule. Il rentrait à Saint-Jürgen. Elle se hâta vers la porte, pendant que Hans, toujours près de la clôture, vérifiait l'état des planches. « Dorénavant, je serai vigilante. Ne vous inquiétez pas, » lui lança-t-elle en partant. Son émotion était si forte qu'elle s'interrogea sur ses sentiments. Devait-elle fondre en larmes ou crier de joie? Elle se précipita sur le combiné. Elle entendit un fond sonore lointain, puis plus rien. On avait raccroché. Elle resta un long moment devant le téléphone, mais Hercule ne rappela pas. Cette nuit-là fut la plus mauvaise des nuits. Elle ne pouvait accepter que les gens puissent dormir. Hans devait songer au clou dans la planche. Elle arrêta le balancier de la pendule, mais elle ne put faire taire la chouette qui ululait, ni empêcher les chiens d'aboyer, ni le coq de chanter aux premières lueurs de l'aube. Elle resta allongée sur son lit dans l'attente d'une sonnerie. Par moments, elle s'assoupissait, puis se réveillait et tout ressurgissait. Hercule allait retrouver son père, peut-être une autre femme. Et le fait de l'imaginer au réveil, après l'innocence de l'endormissement, était plus angoissant que de l'apprendre par téléphone. Mais elle n'avait pas le choix, elle en avait conscience. Elle devait se redresser, continuer à avancer, jusqu'au moment où la réalité lui rentrerait dans la tête. De nouveau, elle farfouilla dans l'armoire d'Hercule. Derrière une pile de livres, elle découvrit 2 photos. Sur le premier cliché, un petit homme chauve tenait par la main une femme maigrelette. Sur l'autre, une jeune femme souriante, à la longue chevelure bouclée, tenait entre ses doigts une cigarette. Les photos jaunies, légèrement froissées, devaient être anciennes. Chapitre 7. Dario et Emma. Hercule avait constaté que les mécanos du garage, ainsi que M. Dario, imitaient une démarche singulière qui provoquait des éclats de rire chez les ouvriers, comme si elle était réellement comique. « Hé, les gars, appréciez !» les entendait-il vociférer dans l'arrière-cour. Gaston, le plus petit en taille, mais le plus grand en singerie, les mains sur les hanches, balançait exagérément les fesses, à droite, à gauche, évoquant une attitude suggestive. « Bravo, bravo !» criaient les autres en applaudissant. Il y en eut même un qui faillit avaler son mégot. Après plusieurs jours d'observation depuis une lucarne qui dominait la scène, Hercule réalisa qu'ils imitaient la nouvelle comptable, Emma, une belle jeune femme,
pulpeuse, aux cheveux roux tombant sur les épaules. Dès le réveil, ses pensées firent naître chez Hercule l'envie impérieuse de retrouver l'air de la campagne. Un rayon de lumière tentait, entre deux rideaux, de forcer le passage. Il remarqua que malgré ses articulations endormies, ses pieds douloureux, il pouvait bouger l'ensemble de sa carcasse et que son ampoule était moins moche. Son caleçon, son pantalon, son tricot séchaient sur un fil tendu entre deux chaises. Avant de se coucher, il avait lavé ses vêtements avec de l'eau chaude et du savon. Ils étaient secs maintenant, mais raides comme du papier froissé. Il glissa un petit coton entre la chaussette et son talon, rangea soigneusement ses affaires de toilette dans un sac de toile. Hercule était le seul client de la salle commune. Des bancs s'alignaient autour de deux longues tables de bois, formant l'essentiel du mobilier. Des abat-jour en carton, piqués de chiures de mouches, pendouillaient au plafond. Dans un angle de la pièce, une vitrine abritait une collection de figurines, échantillons hétéroclites allant de représentations religieuses à des personnages de Walt Disney. La salle empestait, mélange de fumée et de moisissure. La tenancière de l'auberge signala que c'était le jour de congé de sa serveuse. Elle articula les mots « jour de congé » d'un air méprisant, comme si son employée était asservie et soumise. Elle déposa sur la table un bol de jus noir, deux beignets, une pomme, et s'attarda à dévisager Hercule, les bras croisés, adossé au mur de la cuisine. Il avala rapidement et avec appétit, tout en regardant derrière la fenêtre, la route qui desservait Wem. Il réfléchissait au temps qu'il mettrait pour parcourir les 23 kilomètres qui le séparaient de Dortmund. Hercule lut à nouveau la lettre du curé de Saint-Ranvé. « Cher Hercule, tu seras certainement étonné de recevoir ce courrier. J'espère que tu es bien traité, que tu manges suffisamment. Il y a bien longtemps que tu n'es pas rentré au pays. Ton père malade a besoin de toi. » « J'ai horreur de la Côte d'Azur, » affirma une voix. Étonné, Hercule leva les yeux. Il ne vit pas d'autre personne, uniquement lui et la femme, et il semblait peu probable qu'elle ait parlé. Elle était toujours adossée au mur, les bras croisés, tortillant un pied, de telle sorte que les talons de ses sabots claquaient sur le sol. Hercule se pencha sur sa lettre, but une gorgée de café, quand la voix l'interrogea à nouveau. « Il fait trop chaud, il y a trop de monde. » C'était la patronne. Elle avait les yeux sur le carrelage, les lèvres et la bouche à peine mobiles, un peu comme le ventriloque qu'il avait vu à la foire de Vence. Il aurait souhaité lui répondre quelque chose, mais il ne trouvait pas les mots. Son silence, son attention suffisaient, car elle poursuivit. « Eh oui, quand il fait soleil, je n'en profite pas, car ici, le beau temps ne dure jamais longtemps. Quand je ne vois pas la pluie tomber, j'entends qu'elle tombe. » Hercule replia le courrier du curé et le glissa dans sa poche. Mais un détail le dérangeait à propos de l'enveloppe. Il n'arrivait pas à déterminer cette gêne, mais le savoir-vivre voulait qu'il réserve son attention à l'aubergiste. Car, apparemment, c'était à lui, Hercule, qu'elle destinait ses réflexions. Elle poursuivit. « Un jour, j'ai gagné un séjour à Nice. Je n'avais qu'à prendre une valise, mais je n'en ai pas été capable. L'agence m'a envoyé un billet de train par la poste. Je n'ai jamais décacheté l'enveloppe. Pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça? Pourquoi ai-je été infoutu de saisir la possibilité de m'évader? » Hercule plissa le front et songea à toutes ces années où il avait bavardé avec Emma, la comptable du garage. « Vous avez peut-être peur de l'inconnu, dit-il. J'ai une amie,
Cependant, il m'a fallu des années pour comprendre ce qui nous liait. Le plus marrant, c'est que l'on s'est rencontrés dans un dépôt de pièces détachées. Il imaginait la scène et se mit à sourire, mais la patronne resta impassible. L'anecdote était trop subtile pour elle. Elle stoppa le tortillement de son pied, découvrant le dessin de son sabot comme une première fois. « Un matin, je changerai d'horizon », lança-t-elle. Son regard parcourut la salle, puis se heurta à celui d'Hercule. Elle esquissa un sourire. À l'inverse de ce qu'avait évoqué Maurice, Emma n'était pas homosexuelle, ni militante communiste. C'était un petit bout de femme bien proportionné, aux hanches saillantes, qui calait sous son bras un petit sac noir. Tous les ouvriers savaient que pour M. Dario, les femelles étaient des ovaires endocriniens à deux pattes. Il leur proposait des postes de secrétaire ou de réceptionniste en échange de quelques gâteries à l'arrière de sa limousine. L'arrivée d'Emma provoqua un nouveau tournant à l'atelier, un tournant que M. Dario n'avait pas pris, même si d'autres postulantes s'étaient présentées pour le poste. Elle était pondérée, réservée. Hercule entendit dire un matin « En définitive, on oublie que c'est une femelle ». Assez rapidement, l'information circula que, grâce à elle, l'organisation du service comptable était conforme à la législation. Mais cela n'arrêtait pas les mimiques et les rires qui avaient gagné d'autres services. Hercule espérait qu'elle ne percevrait rien. Certains midis, au petit réfectoire, il l'épiait du coin de l'œil, avec ses sandwichs entourés de papier cellophane. Elle était assise au milieu de jeunes stagiaires, avec l'apparence d'être ailleurs, délaissée, sans le moindre mot de cordialité. Un soir où Hercule s'apprêtait à regagner son studio dans le Vieux-Nice, il perçut un bruit bizarre derrière la porte du dépôt. Il hésita, mais le bruit persistait. Il recula 2-3 pas, puis poussa le battant. D'abord, il ne vit rien, sauf une série de classeurs. Puis le frôlement se reproduisit plus près de lui, plus proche. D'abord un soupir, suivi d'un sanglot. C'est alors que dans la pénombre, il distingua une silhouette massive et un pan de veste qui prenait la fuite par une porte de service. « Oh, pardonnez-moi » dit-il. Il m'avait semblé entendre du bruit. Il allait refermer la porte et s'éclipser lorsqu'elle lui dit « Excusez-moi » dit-elle en pleurnichant. « C'est moi qui suis navrée. » La jeune femme était présente et pleurait au milieu de classeurs renversés. « Pourtant, j'essaye de bien faire mon travail. » « Bien entendu. » Il se tourna vers le couloir, espérant voir l'homme vêtu de noir à qui il aurait pu parler. Hercule n'avait jamais surmonté de situation aussi délicate. « Bien entendu, » répéta-t-il comme si cela suffisait. « J'ai passé des examens, j'ai des connaissances. »« Je le sais, » dit-il, ce qui n'était manifeste pas très juste, car il ne savait rien d'elle. « Alors, pourquoi M. Dario me harcèle-t-il ? Il essaye toujours de me prendre en faute, et pourquoi les ouvriers ricanent-ils dans mon dos ?» M. Dario demeurait une énigme pour Hercule, et il ne savait pas si l'épisode des jambes cassées était vrai, mais il avait vu le robuste patron rosser les ouvriers les plus endurcis. Récemment, il avait renvoyé une employée qui avait osé consulter des documents dans son bureau. « Je suis persuadé qu'il apprécie votre travail de comptable, » affirma-t-il. Il n'avait qu'un désir, qu'elle arrête de chialer. « J'ai besoin de cet emploi, il faut assurer tous les frais pour vivre décemment, mais je vais renoncer à ce poste. Il y a des matins, j'ai envie de rester couchée. Ma mère répétait souvent que j'étais trop fragile, trop gentille. » Hercule ne souhaitait pas en savoir davantage,
Emma inclina la tête. Il aperçut les petits duvets sur sa nuque. Cela lui évoqua son frère Maurice. La compassion l'envahit. « Ne partez pas, ne donnez pas votre démission, » lui dit-il délicatement en se penchant vers elle. Il s'exprimait avec tendresse, et il sut ce jour-là qu'un sentiment venait de naître en lui. « J'ai eu moi aussi des difficultés les premiers mois. Je n'étais pas à l'aise, et puis vous constaterez, au fil des semaines, que cela va s'améliorer. » Emma resta silencieuse. Il se demanda si elle avait compris. « Vous pouvez maintenant quitter cette armoire. » Il osa lui tendre la main et fut surpris de constater qu'elle la saisissait. Il perçut la finesse et la chaleur de ses doigts. Elle se dégagea dès qu'elle retrouva son équilibre sur le sol du dépôt. Elle tenta d'égaliser les pans de sa robe, comme si l'homme en noir était dans les fronces du tissu et qu'elle avait l'obligation de s'en défaire. « Je vous remercie, » dit-elle d'une voix tremblotante. « Je vous remercie, » répéta-t-elle dans un haut-le-cœur. Elle recula et s'écarta du placard au classeur, fit quelques pas. Il sentit qu'elle avait quelques difficultés pour marcher. Hercule eut le sentiment d'être celui qui avait eu une attitude déplacée et anormale. Les jours suivants, il découvrit qu'elle n'avait pas donné sa démission, car chaque matin, lorsqu'il allait vérifier si elle était à sa place habituelle, il constatait qu'elle était derrière son bureau à écrire, esselée et silencieuse. Elle ne se confia à personne, elle semblait même s'éloigner de lui. Il s'aperçut que lorsqu'il arrivait à la cantine, elle avait tendance à envelopper son sandwich et à partir. Les premiers rayons du soleil embrassaient le sommet des collines d'un jaune orangé lumineux. Une fine pellicule blanche recouvrait les prés exposés à l'ombre. Devant Hercule, un alignement de poteaux téléphoniques, dressés comme des balises, lui indiquait la route à suivre. La pureté de l'air augurait une belle journée. À la sortie de Dortmund, Hercule remarqua un vieux monsieur en pyjama qui déposait dans un bol des graines pour les oiseaux. Il contourna un chien qui lui semblait menaçant et plus loin, il laissa derrière lui une jeune échevelée hurlant en direction d'une fenêtre. « Je sais que tu es derrière les rideaux. Je sais que tu m'écoutes. » Elle se déplaçait nerveusement en donnant des coups de pied dans les poubelles, le visage marqué par la colère. Elle parut abdiquer un court instant, puis revint vers la maison en criant à nouveau. « Adolphe, espèce de vieux porc, réponds-moi !» Hercule ignora la scène, enjamba une paire de vieux pneus usagés, contourna un fourneau rouillé, plusieurs casseroles sans manches, une série d'anciennes godasses éculées. Une nouvelle fois, le trottoir finissait en route et la route en chemin. Sous une voûte bleutée, entourée de fossés, de champs parsemés de coquelicots, il fut surpris de se sentir, d'être encore aussi apaisé. Tout en avançant vers Gevelsberg, il glissa la main dans son sac de toile pour saisir les dernières galettes qu'il croqua, en dépit de leur dureté et de leur arrière-goût de savonnette. Sa cadence de marche était-elle suffisamment élevée? Son père Édouard était-il encore en vie? Il ne devait pas cesser d'avancer, ne pas se coucher, ne pas se reposer, il devait accélérer. Juste après midi, Hercule se rendit compte que de temps en temps une douleur lui perçait le mollet droit et que les cartilages du genou gauche avaient tendance à se gripper lors des déclivités du chemin. Aussi, quand il gravissait une côte, il faisait avec prudence en appuyant les paumes de sa main sur le bas du dos, soulageant préventivement ses vertèbres. Il s'arrêta à l'ombre d'un platane pour vérifier les cotons sur ses pieds. L'ampoule de son talon sointait légèrement. Le chemin contournait un bois, prolongé par un raidillon, pour redescendre un peu plus loin. Quelquefois, les prairies et les champs étaient parés de 1000 couleurs parfaitement perceptibles,
Quelquefois l'horizon était voilé, presque invisible. Il pensait à Emma avec une telle intensité qu'il était alors désorienté, ne distinguait plus rien. Il tentait d'échafauder un scénario. Qu'avait pu être son existence durant ces dernières années? Avait-elle trouvé un amoureux? Avait-elle eu des enfants? Avait-elle conservé son nom de jeune fille? J'ai le pouvoir de chanter la Marseillaise à l'envers, lui avait-elle révélé un jour. Elle le fit en suçant un berlingot, puis lui chanta d'autres chansons, mais à l'endroit cette fois, je suis seule ce soir. Parlez-moi d'amour, mon homme. Hercule sourit. Avait-il eu la même réaction quelques années avant? 3 vaches levèrent la tête en le suivant du regard. L'une d'elles réagit et s'avança vers lui, lentement au début, puis accéléra l'allure. Sa masse corporelle impressionnante semblait ne pas pouvoir s'immobiliser. Il recula vivement malgré la barrière qui le séparait du ruminant. Le sol caillouteux était dur sous ses brodequins. Son sac de toile lui cognait le ventre et laissait des traces rosées sur son bras. Il tenta de le déplacer sur son épaule, mais il tombait sans cesse vers son coude. C'est peut-être en raison de ce fardeau encombrant qu'il songea à son frère Maurice. C'était certainement la rentrée scolaire, car dans la cour de la ferme, il portait une blouse grise, le dos voûté par le poids de son cartable. Maurice était de petite taille, ce qui lui donnait l'impression d'être plus jeune, un peu comme une graine qui n'avait pas terminé son développement. Ce matin-là, il avait regardé Édouard en annonçant « Je refuse ». Pas de pleurs ni de prémices d'apitoiement. Il s'était exprimé avec une maîtrise étonnante. Édouard avait rétorqué « Que dis-tu » Il avait posé un regard sur son fils, pour lequel il convoitait l'excellence et était resté interdit. Il aurait pu lui dire ces quelques phrases « Oui, l'existence est terrifiante » ou « Oui, mais s'améliore plus tard » ou « La vie n'est pas un long fleuve tranquille » ou, à défaut de paroles, prendre son rejeton dans les bras. Mais il n'avait rien fait, il n'avait rien dit qui aurait pu le rassurer. Édouard ressentait chez mon frère un tel désarroi qu'il était resté figé. Le jour où Maurice avait réclamé un soutien de son père, celui-ci n'avait pas réagi, il s'était dirigé vers la bergerie et avait libéré les brebis. Pour quelle raison se remémorer ces instants? Pourquoi n'étais-je pas venu au secours de mon frère? Hercule se pencha légèrement vers l'avant, accéléra le pas, comme s'il voulait se tenir à distance de lui-même. Arthur arriva à Vermelskirchen avant que l'échoppe tire le rideau. Le massif clocher de briques roses se profilait sur un vallonnement de terrain. Il se rappela qu'il avait déjà vu ce type d'édifice. C'était il y a plusieurs années. Mon père avait voulu faire une surprise à Marinette pour son anniversaire en organisant la visite d'un monastère. Maurice avait refusé de descendre de la voiture et Marinette avait insisté pour rester avec lui. Devant leur comportement, Édouard avait fait demi-tour et nous étions rentrés à la ferme sans même avoir mis un pied dehors. Dans la salle à l'entrée du monastère, mi-épicerie, mi-cantine, mi-boutique de souvenirs, Hercule acheta une nouvelle carte routière et décida d'ajouter un petit pot de miel conditionné par les moines, mais la distance était encore trop grande et il n'était pas certain de pouvoir le conserver jusqu'à Vallauris. Il demanda qu'on l'enveloppe dans du papier journal. Hercule choisit une cuisse de poulet rôti, accompagné de 3 pommes de terre bouillies, et se dirigea vers une fenêtre qui donnait sur le cloître. Il avait une telle fringale qu'il avala en quelques secondes le contenu de son assiette. À une table proche de lui, un couple d'une 60aine d'années épiloguait à propos d'une direction à prendre.
Les deux étaient affublés des mêmes sneakers beiges et chaussés de broquin marron. En les voyant assis l'un en face de l'autre, ils étaient semblables à une image réfléchie dans un miroir. Même leurs tranches de lard et leurs verres de bière étaient identiques. Hercule essaya vainement de se représenter Emma habillée comme lui. Avec peu d'espoir, il commença à écrire une première lettre en pensant qu'elle n'arriverait peut-être pas à son destinataire. « Cher père, j'ai déjà parcouru 250 kilomètres. Il est important que tu prolonges encore ton attente. J'arrive bientôt, Hercule. Chère Magda, je suis arrivé à Wermelskirchen. Le ciel est bleu, mes broquins trop lourds me gênent un peu, mais ça va. Hercule. Mademoiselle la comptable, cher Dario, garagiste. Je vous donne des nouvelles d'un ancien mécano qui marche pour retrouver son père. J'espère que vous allez bien, Hercule. Puis-je prendre votre stylo ? Demanda le voisin aux sneakers. D'abord surpris, Hercule le lui donna. Le quinquagénaire marqua d'une croix un point précis sur sa carte. Sa compagne ne broncha pas. Il se peut quand même qu'elle ait froncé les sourcils. Le voyageur lui rendit le stylo. « Vous êtes là pour une retraite religieuse ?» Hercule répliqua que non, qui se rendait à pied rendre visite à son père avec un objectif bien précis et regroupa soigneusement ses lettres. Mon épouse et moi, nous venons tous les ans faire un séminaire. Même cette année, c'est particulier. Mais cette année, c'est particulier. Nous fêtons notre anniversaire de mariage. Il y a moins de pénurie, alors nous en profitons. Hercule répondit qu'avec ses parents, ils allaient dans un camp de vacances près d'un lac. Il y avait des courses en sac pour les gosses, des jeux de boules et une fois, une voisine avait remporté le titre de Miss Camping. L'homme acquiesça nerveusement de la tête, comme pour inciter Hercule à aller plus vite. Si vous marchez, ce qui est essentiel, c'est ce que vous avez aux pieds. De grosses chaussures d'escalade, répondit-il en esquissant un sourire. Vous devriez porter des bottines de marche, spéciale randonnée, des sonnestes. C'est confortable et ça tient les chevilles. Sa femme leva la tête. Tu as une obsession pour cette marque, objecta-t-elle. Elle ouvrait tout grand les yeux, comme si elle portait des lunettes qui lui auraient brouillé la vue. Pendant quelques secondes, Hercule s'égara dans un défi qu'affectionnait Maurice. Il mesurait le temps durant lequel il fixait une tête de clou. Il demeurait le regard rivé sur un point précis, sans baisser les paupières, malgré les larmes qui se formaient au coin de ses yeux. « Quel type de chaussures avez-vous » questionna l'époux. Hercule regarda ses pieds. Il allait répondre « normal », mais l'homme anticipa sa réaction. « Des chaussettes sans couture, spéciale marche, sinon il est préférable de rester chez soi. Quelle référence avons-nous » Il n'en savait rien. C'est à l'instant où la femme du randonneur réagit qu'Hercule réalisa que la question était destinée à son épouse. « Des Sonexta, dit-elle. Coton ou fil ? Hercule resta bouche bée. La randonnée, c'est le lien de notre union. Quel est votre parcours ? Hercule dit qu'il improvisait au fil de son trajet, mais qu'il se dirigeait toujours vers le sud. Cologne, Weilerstwitz, Heilesheim. Moi, je ne me déplace que sur les grands axes routiers, souvent en voiture depuis que les routes ont été remises en état. C'est ce que je connais le mieux. Le monsieur poursuivit son monologue,
C'était le genre de type à ne pas avoir besoin d'un interlocuteur pour alimenter une causerie. La femme admirait son mari. La randonnée en forêt de Cologne, c'est ennuyeux et inintéressant. Et moi, je préfère la région de Gevelsberg, coupa sa femme, ses prés fleuris, ses ruisseaux, c'est plus émouvant. Elle faisait pivoter une bague autour d'un de ses doigts avec une telle vivacité qu'elle donnait l'impression de vouloir la détacher. Elle adore l'actrice Marlène Dietrich, affirma ironiquement son mari. Elle connaît tous ses films, alors que moi, je suis viril. Vous comprenez ce à quoi je fais allusion? Hercule acquiesça de la tête, mais en fait, il ne comprenait rien. En réalité, il n'avait jamais su ce qu'Emma nommait un phallocrate. Il ne comprenait même pas le sens du mot. Il avait toujours esquivé les soirées de beuverie chez Dario. Quelquefois, il trouvait anormal d'être dans l'huile de vidange, alors que les chèvres avaient joué un rôle essentiel dans sa vie. « Nous préférons la région de Gevelsberg », affirma le randonneur. « Tu aimes mieux la région de Gevels ?» rectifia la femme. Ils se toisaient comme s'ils étaient des inconnus. Dans le calme revenu, Hercule poursuivit l'écriture de ses lettres, en souhaitant qu'ils ne se querellent pas à nouveau. Peut-être était-il de ses épouses formulant des reproches en public et gardant une certaine réserve dans l'intimité. Il se remémorait les vacances près de ce lac. Marinette emportait de la fougasse et des figues. Ils arrivaient tôt le matin. Hercule avait souvent songé à la tendresse de ces étés, jusqu'au jour où il avait su, par sa mère, que Maurice, dans ses phases de mélancolie, évoquait avec tristesse ce maudit centre de vacances. Pourtant, il s'y était distrait, avait rencontré des copains, il y avait eu la soirée où il avait remporté le concours de poésie, il avait été aux Anges. Triste comme ce détestable centre de vacances. Marinette avait appuyé sur les mots avec une telle intensité qu'on aurait pu imaginer qu'il remplissait toute sa bouche. Ses pensées furent interrompues car ses voisins avaient à nouveau haussé le ton. Hercule souhaitait partir et il attendait vainement un instant de calme pour pouvoir s'éclipser. La randonneuse qui aimait Marlène Dietrich, « Tu penses que c'est rigolo d'être immobilisé ici, avec une cheville dans le plâtre ?» Son époux conservait les yeux rivés sur la carte, sans prêter la moindre attention à la remarque de sa femme. Devant son indifférence, agacée, elle poursuivit sa réflexion. « Je ne souhaite plus revenir dans ce monastère. » Hercule avait le désir qu'elle cesse de jacasser. Il souhaitait que son mari lui dise une gentillesse, lui caresse la main. Il pensa à Emma, à ses années de désintérêt. Avait-elle éprouvé le moindre sentiment pour lui, dans ce garage où elle subissait les moqueries des mécanos et les avances de Dario? Mais qui pouvait entendre ses souffrances? Le sujet de discorde entre les époux était si épineux, si effrayant pour lui, qu'Hercule se redressa aussitôt et marcha vers la sortie. Le couple ne sembla pas constater son absence. Hercule réserva une chambre dans une discrète auberge qui sentait la poussière. Il était harassé, tellement fatigué, que lorsqu'il eut vidé son sac et vérifié ses pieds, il demeura assis au bord du lit, indolent, pris dans une espèce de léthargie. Il était trop épuisé pour dormir. De la salle commune montait le son d'un commentateur de radio à la voix nasillarde. Magda devait l'écouter, elle aussi, tout en préparant le repas du soir des compagnons ouvriers, réunis autour du poste. Il repensa aussi au couple de randonneurs. Marinette lui manquait avec une telle intensité qu'il ne pouvait se défaire de ses souvenirs,
Cela aurait-il modifié quelque chose s'il avait agi différemment? S'il était resté à la ferme pour élever les chèvres, ou s'il lui avait proposé d'aller avec lui au cinéma de Vence? Mais elle aurait sûrement refusé, craignant de laisser Maurice seul, de le manquer à son retour de l'école. D'autres pensées ressurgissaient. C'étaient les premières années de mariage de ses parents, avant la naissance de Maurice. Marinette travaillait la terre du petit jardin potager, patientant tous les soirs à l'angle de la grange pour voir Édouard revenir avec le troupeau. Elle cousait des carrés de différents tissus pour en faire un couvre-lit à damier, cherchait toujours de nouvelles recettes de cuisine, mijotait des ratatouilles, faisait frire des beignets de courgettes, concoctait des confitures de figues. Au repas du samedi soir, elle me questionnait à propos des mécanos du garage et de leurs épouses. Pourtant, elle ne connaissait personne et n'assistait jamais aux apéros de fin d'année. Il se rappelait avoir vu sa mère à la sortie de la messe du dimanche, en robe noire piquée de petites fleurs. Avant midi, nous buvions un verre de limoncello dans le jardin, en regardant défiler les nuages. « Pourquoi être avec d'autres personnes ?» avait-elle dit. Je la revoyais tenant le bébé dans ses bras, puis me proposant de porter le nourrisson. Je n'avais pas bronché, elle avait eu un rictus. « Pourquoi ne veux-tu pas prendre ton frère dans les bras ?» J'avais rétorqué que Maurice aimait mieux sa maman, et j'avais aussitôt glissé les mains dans mes poches. Comment admettre une cause, une évidence? Ce soir-là, j'avais provoqué chez Marinette un sourire douloureux. « Tu ne l'as jamais cajolé, tu ne l'as jamais caressé quand il était enfant », avait-elle crié des années plus tard, au plus mauvais moment d'emportement et de rancune. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais répliqué quelque chose d'approximatif. J'étais trop angoissée pour tenir mon frère dans les bras. Des années plus tard, pour quelle raison n'avait-elle pu se remémorer ce qu'elle avait ressenti la première fois? C'était difficile de rester enfermée, de ressasser les mêmes souvenirs en se reprochant aussi bien d'autres choses. Il saisit son blouson et sortit. À l'extérieur, la lune légèrement voilée jouait à cache-cache derrière un défilement de nuages capricieux. En voyant Hercule, une vieille aux cheveux argentés, une poubelle à la main, interrompit sa marche et le toisa. C'était un étranger venu d'ailleurs, c'était quelqu'un de bizarre. D'une cabine, il téléphona à Magda, mais elle n'avait rien de particulier à lui dire. La conversation fut courte et entrecoupée de grésillements. Elle n'évoqua qu'une seule fois sa randonnée, lorsqu'elle le questionna à propos d'une carte. Avait-il pensé à en consulter une? Hercule lui affirma qu'il avait le projet de se munir du nécessaire pour la marche quand il arriverait à Cologne. Il prouva qu'il savait de quoi il parlait en évoquant les fameuses chaussettes en coton Sonextra. « J'imagine, » dit-elle. Son timbre de voix amorti suscita chez lui une pensée plutôt négative. Dans la seconde qui suivit, il perçut un murmure, puis un gargouillis salivaire, et elle déclara « Je présume que tu connais le prix ? Je vais ponctionner sur mes économies les marques que j'ai gagnées à cultiver des patates. »« J'imagine, » dit-elle à nouveau. « Je peux disposer de ma cagnotte. C'est pas comme si on avait un avenir. »« Oui. Donc c'est parfait. »« Parfait. » répéta-t-elle comme si elle prononçait le mot pour la première fois. Pendant ces quelques instants de trouble, il eut le désir de lui demander de marcher avec lui, de le suivre dans sa folle randonnée. Il ne savait pas si elle aimait encore, mais il se doutait qu'elle allait balayer sa suggestion par un « je ne pense pas ». Il préféra lui dire « Donc je vais marcher seul,
Tu es d'accord pour que je continue seule? Il le faut, puisque c'est ton désir. Puis elle raccrocha. Hercule sortit de la cabine téléphonique en soupirant. Il était contrarié qu'elle n'admette pas avec indulgence les raisons de son absence. Il était resté 7 ans dans un pays étranger où les coutumes, les mentalités étaient différentes. Elle n'avait qu'à poser son regard sur lui pour voir les discordances. C'était plus facile d'échanger des propos anodins, des mots du quotidien, que de livrer de véritables pensées profondes. Ça, il en était incapable. Hercule retrouva sa chambre, lava ses chaussettes. Il songea aux attouchements avec Magda, couchée dans le foin de la grange, et s'interrogea sur l'instant précis où elle avait arrêté d'ouvrir la bouche. Quand il avait introduit sa langue, c'était avant ou après. Hercule se réveilla tôt le matin, éreinté, mais étonné et satisfait d'être apte pour marcher à nouveau. Il avait fait chaud, la nuit lui avait paru interminable, suffocante. Il pensait que même si Magda n'avait pas exprimé directement ce qu'elle laissait croire à propos de ses économies, c'était vrai. Il ne devait pas les gaspiller à son seul avantage et sans son accord. Elle était lointaine, la date où il avait pris une décision sans son approbation. À partir de Cologne, Hercule parcourut les chemins vers le sud avec un arrêt à Welerswijk. Il doubla une troupe d'enfants en uniforme, comme il en avait vu à Nice lors d'un défilé. Ils n'échangèrent aucune parole, seulement un signe de la main. Plus loin, il prit des sentiers enlacés. Sorti d'un bosquet, un cerf affola un groupe de corneilles et un écureuil attentif sur une branche. Des fleurs de pissenlit voletaient en mille flocons dans l'air léger. Hercule était ouvert à tous les étonnements, peu lui importait l'apparence. Une telle indépendance, une telle autonomie étaient exceptionnelles. « J'ai un frère », avait-il dit à sa grand-mère alors qu'il avait 7 ans. Touchée, elle avait levé la tête, sa hardiesse l'avait stupéfaite. Il n'avait rien prévu ensuite, il n'avait pas d'autre option que celle d'ajuster son béret, de lasser ses chaussures et de lancer un œil réprobateur sur une carafe vide. Les rides du visage de sa grand-mère s'étaient creusées. Il pensait qu'elle allait lui donner une tarte, et puis, surpris et réjoui, il avait regardé se balancer sur sa chaise et expulser un éclat de rire, exposant une dentition jaunie et le violet de ses gencives. Jamais avant, il n'avait fait s'exclaffer sa grand-mère de cette façon. « Quel bouffon !» avait-elle rajouté. Ce jour-là, il avait eu le sentiment d'être grand, presque comme son père. Ensuite, il avait ri à son tour. Au début juste un rictus, puis un rire à gorge déployée, plié en deux. Après, il avait tenté de la distraire, il avait raconté des canulars, exécuté des singeries. Ça fonctionnait certaines fois. D'autres fois, il lui arrivait de faire des bouffonneries qui échappaient à sa volonté. Hercule parcourait les sentiers, les chemins se réduisaient, s'agrandissaient, descendaient, montaient. Parfois, il frôlait les haies, plus loin, il marchait avec une aisance facilitée par la largeur de la route. Il s'était surpris à dire à sa grand-mère « Ne marche pas au bord des fossés, il y a des farfadets. » Mais ce jour-là, elle le regardait comme si elle ne l'avait jamais vu. Elle passa volontairement au bord de tous les fossés de Coursegoule. Inquiet, il avait couru derrière elle en piaffant. Il était compliqué à 7 ans de courir après une grand-mère telle que Jeannette. De nouvelles cloques apparurent sur les 2 talons d'Hercule, et avant midi, d'autres ampoules se formèrent sur ses doigts de pied. Il n'avait jamais pensé que marcher puisse être aussi pénible. Il ne songeait qu'au pansement. À partir de Willesheim, il prit la direction de Hillesheim. Il fallait une immense volonté pour aller aussi loin en étant exténué. Il passa la nuit dans une grange, frustré d'avoir à peine parcouru 15 kilomètres.
Le lendemain, un coq matinal le réveilla. Sans tenir compte de sa fatigue, il reprit sa marche dès l'aube et parcourut une vingtaine de kilomètres. Les rayons du soleil traversaient les espaces entre les branches des arbres. Au milieu de la matinée, le ciel s'était saupoudré de petits nuages obstinés, des nuées de moucherons tournoyaient en grappes dérangeantes. Hercule avançait. 15 jours après avoir quitté le hameau de Saint-Jürgen et à environ 4 kilomètres de Hildesheim, Hercule réalisa qu'il nageait dans son pantalon maintenant trop grand. Il avait dû resserrer sa ceinture de 3 crans, son front était parsemé de petites taches brunes, la peau de ses oreilles et de son nez rougi commençait à craqueler. Suivant la position et le périple du soleil, il évaluait l'heure de la journée sans regarder sa montre. Matin et soir, il inspectait avec minutie ses orteils, ses talons et il se tartinait de crème, appliquant des petits carrés de tissu là où la peau était rosée et irritée. Il se désaltérait à l'eau des fontaines ou des sources. Quand il pleuvait, il se mettait à l'abri d'une chapelle ou d'une grange. À la tombée de la nuit, dans les champs, les derniers bleuets formaient de larges taches sombres. Hercule se promit d'acheter un attirail de randonneur à Hildesheim, ainsi qu'un souvenir pour Édouard. Le soleil disparut à l'horizon, la température rafraîchit. Il pensa au courrier de son père. Il se dit que quelque chose allait de travers dans sa lettre, mais il était incapable de dire pourquoi.